Une dame riche demande au fils afro-américain de son employé de maison de faire une démonstration d'échecs pour se moquer de lui. Elle ignorait ses capacités intellectuelles exceptionnelles. Approche-moi, mon enfant. Montre-moi tes talents aux échecs dans les quartiers défavorisés. La voix de Madame Victoria Whitman résonnait dans le salon de sa résidence de Beverly Hills, empreinte de la suffisance propre à ceux qui n'ont jamais lutté pour réussir quoi que ce soit par eux-mêmes. Diego Santos, 17 ans, aidait sa mère Carmen en servant les invités lors d'un dîner de charité lorsque le millionnaire décida de le transformer en spectacle de la soirée. Les autres convives, entrepreneurs, législateurs et leurs compagnons, ricanaient discrètement derrière leurs coûteux verres en cristal. Victoria avait organisé cette soirée pour récolter des dons pour des adolescents défavorisés, même si elle ne s'attendait manifestement pas à ce que l'un d'eux serve des hors-d'œuvre dans sa résidence. L'ironie la ravit immensément. Je suis sûr qu'il peut au moins déplacer les pièces du jeu, insista Victoria en désignant le jeu d'échecs italien qui ornait la table centrale. Ce sera amusant d'observer ce que ce jeune homme accomplit face à quelqu'un qui maîtrise véritablement ce jeu, Monsieur Hamilton, propriétaire de 3 établissements hôteliers, murmura à son associé. Je le soupçonne d'ignorer que le cavalier se déplace en elle. La gaieté se répandit dans la pièce comme des vagues sur un lac de condescendance. Carmen, la mère de Diego, détourna le regard et serra fermement le plateau d'argent. 20 ans après avoir tenu ce foyer et élevé son enfant de manière indépendante grâce à un salaire de femme de ménage, elle supportait encore de voir son employeur exploiter son fils pour amuser ses riches connaissances. Elle connaissait Victoria depuis son plus jeune âge. Elle avait vu cette femme évoluer, d'enfant gâté à mondaine impitoyable au fil du temps. Carmen, vous pouvez cesser temporairement de servir, ordonna Victoria avec une compassion feinte. Je veux que vous observiez votre fils en compétition. Cela sera enrichissant pour les deux parties. Diego, cependant, resta immobile quelques secondes, son regard sombre scrutant non seulement le plateau de jeu, mais chaque visage dans la salle. À 17 ans, il avait déjà compris que le silence en dit souvent plus sur les individus que d'innombrables conversations. Et à cet instant, il perçut un rassemblement d'adultes privilégiés, ignorant totalement à qui ils avaient affaire. Quelque chose dans l'attitude de Diego fit s'arrêter de rire plusieurs invités. Une tranquillité particulière, semblable au calme précédant un ouragan. Ses doigts remuaient inconsciemment, comme s'il visualisait des stratégies sur un plateau invisible. Absolument, Madame Whitman, répondit Diego avec une sérénité qui poussa plusieurs participants à échanger des regards fascinés. Ce sera mon privilège. Victoria sourit de satisfaction et s'installa dans son siège en cuir, telle une reine, prête à assister à un combat. Magnifique. Je suis sûr que vous n'avez jamais concouru sur un équipement pareil, n'est-ce pas? De la véritable pierre italienne, chaque pièce valant plus cher que… Eh bien, vous comprenez. La représentante Jennifer Mills, postée près de la fenêtre, parla d'une voix audible. Victoria, êtes-vous sûr que ce n'est pas brutal? Ce malheureux enfant sera gêné. Absurde, rétorqua Victoria en ajustant ses bijoux en diamant. C'est une expérience enrichissante. Il racontera à ses pairs qu'il a joué aux échecs dans un authentique manoir. Ce que Victoria Whitman ignorait encore et qu'elle allait apprendre de la manière la plus humiliante qui soit, c'est que ce jeune du quartier défavorisé avait passé les 8 dernières années à étudier toutes les stratégies d'ouverture, toutes les approches tactiques, tous les pièges que les grands maîtres avaient jamais inventés. Tandis que ses camarades s'adonnaient au divertissement vidéo, Diego consommait des ouvrages d'échecs à la bibliothèque publique et observait des compétitions historiques sur l'ordinateur endommagé qu'il avait réparé lui-même avec succès. Durant les heures calmes précédant l'aube, tandis que Carmen effectuait des heures supplémentaires de nettoyage, Diego analysait les matchs de Kasparov, Fischer et Carlsen. Il avait mémorisé plus de 200 séquences d'ouverture différentes et pouvait réciter mot pour mot les 50 stratégies défensives les plus célèbres de l'histoire des échecs. Plus important encore, elle ignorait totalement qu'elle allait subir l'humiliation de la même jeunesse qu'elle avait rejetée par pur préjugé devant tous ses puissants associés. Lorsque la vérité éclaterait, ce ne serait pas seulement une défaite aux échecs. Ce serait une leçon qu'elle garderait pour elle tout au long de ces dernières années. Tandis que Victoria positionnait les pièces avec des gestes théâtraux, Diego observait chaque invité. Quelque chose dans son expression suggérait qu'il ne se préparait pas simplement à une partie.
Il s'apprêtait à transformer toutes les idées reçues sur qui méritaient vraiment le respect. Si ce récit de discrimination et de triomphe sur les difficultés vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite a démontré que juger les gens sur leur apparence peut devenir l'erreur la plus coûteuse de toute une vie. Victoria prit sa position, contrôlant les pièces blanches, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais subi de défaite significative. Je contrôle toujours les blancs, mon cher. C'est une coutume familiale, déclara-t-elle, ignorant complètement qu'aux échecs de compétition, la couleur des pièces est déterminée par un tirage au sort. Diego acquiesça calmement et disposa ses pièces noires avec une précision qui fit grimacer M. Hamilton. Chaque pièce était positionnée exactement au centre de son carré, parfaitement alignée, comme si ce plateau de marbre italien n'était qu'un parmi des centaines qu'il avait déjà rencontrés. Rendons cela intrigant, annonça Victoria aux invités. Si le jeune homme parvient à me susciter la moindre inquiétude, je ferai don de 1000 $, peut-être un établissement d'enseignement public. Les rires remplirent à nouveau la salle, mais cette fois Diego leva la tête et sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle reconnut cette expression. Elle était identique à l'expression de Diego enfant, chaque fois qu'on le sous-estimait lors des concours scolaires. La même expression qu'il affichait à 12 ans lorsqu'il déclarait ne plus avoir besoin d'aide pour ses devoirs de mathématiques. Victoria ouvrit la partie par un avancement de pion prudent. E4. Pion du roi, mon cher. Une ouverture classique que nous avons étudiée à Harvard, expliqua-t-elle avec condescendance, comme si elle apprenait à un enfant à lasser ses chaussures. Diego répondit immédiatement. C5. La défense sicilienne. Un silence gêné s'installa. Ce n'était pas le coup de quelqu'un qui comprenait le mouvement des pièces. C'était la réponse de quelqu'un qui comprenait la théorie. Intrigant, murmura la députée Mills en se penchant en avant. Victoria hésita 3 secondes, le temps pour Diego de réaliser qu'elle avait mémorisé 6 ouvertures, mais qu'elle n'en comprenait pas vraiment les principes sous-jacents. Elle joua NF3, suivant un schéma probablement appris dans un club social. Pendant que Victoria réfléchissait à son prochain coup, Diego s'autorisa un bref voyage dans ses souvenirs. 8 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 9 ans, il avait découvert un livre d'échecs déchiré parmi les rebuts de la bibliothèque. Il l'avait emporté chez lui, caché dans son sac à dos, et avait demandé à Carmen de lui enseigner les règles de base. Mon fils, pourquoi veux-tu apprendre ça avait demandé sa mère, épuisée par une double journée de ménage. Pour ressembler aux enfants riches, maman, ils se vantent constamment d'être plus intelligents. À cette époque, Carmen gagnait à peine 6 cents par mois. Il n'y avait pas d'argent pour les cours, l'ordinateur, ni quoi que ce soit. Cependant, la bibliothèque publique existait, devenant le second foyer de Diego. Chaque jour après l'école, il marchait 3 kilomètres pour étudier des parties historiques dans des volumes poussiéreux que personne d'autre ne touchait. Victoria finit par jouer des trois, un coup timide révélant sa nature conservatrice aux échecs et dans la vie. Elle préférait les positions sûres et contrôlées où le statut social pouvait garantir la victoire. Diego répondit par NC6, développant avec détermination. Chaque coup était exécuté en moins de 5 secondes, comme s'il suivait un script mental mémorisé des années plus tôt. Notre petit bonhomme va trop vite, fit remarquer Victoria aux invités. Aux échecs authentiques, on réfléchit avant de jouer. Puis Diego fit son premier coup psychologique. Il marqua une pause, feignit une profonde réflexion pendant 15 secondes et joua G6, préparant le développement du fou. C'était un coup que n'importe quel novice pouvait faire instinctivement, mais qui s'inscrivait en réalité dans un plan stratégique sophistiqué nécessitant 10 coups supplémentaires pour se révéler. Ah, vous voyez. Victoria se tourna triomphalement vers ses invités. Il manque de patience et de contemplation. Comportement typique. Cependant, M. Hamilton, qui avait joué aux échecs à l'université 40 ans plus tôt, reconnut le schéma. Victoria, ce jeune homme établit un dragon accéléré. Un quoi répondit-elle, agacée d'être interrompue pendant sa démonstration de supériorité. C'est une variante sicilienne. Assez sophistiquée. Victoria examina l'échiquier avec une tension nouvelle dans sa posture. Absurde.
Il avait dû l'observer au cinéma. Pourtant, à mesure que les coups progressaient, quelque chose d'inquiétant commença à se former. Diego ne se contentait pas de réagir à ses coups. Il contrôlait le rythme de la partie. Chaque pièce qu'il développait occupait précisément la bonne case, créant une harmonie qui transformait l'échiquier en une sorte de symphonie visuelle. Carmen observait depuis le coin de la pièce, le cœur battant. Elle savait que Diego était talentueux, mais ne l'avait jamais vu rivaliser avec quelqu'un qui se prenait aussi au sérieux. Pour la première fois en 20 ans de travail dans cette maison, elle lut la peur dans le regard de Victoria Whitman. La peur de découvrir que, peut-être, elle n'était pas aussi exceptionnelle qu'elle l'avait toujours cru. Chaque nouvelle humiliation que Victoria tentait d'infliger ne faisait qu'alimenter quelque chose en Diego qu'elle ne percevait pas. Une force tranquille renforcée par l'injustice même qu'elle tentait d'infliger. Ce que ces privilégiés ne comprenaient pas, c'est que chaque acte méprisant signait son propre verdict inscrit sur les 64 cases de ce plateau qui allait bientôt devenir le théâtre de l'une des plus grandes humiliations sociales de Beverly Hills. Le 10e coup de Diego révéla quelque chose qui fit s'étouffer M. Hamilton avec son whisky. Le jeune homme avait sacrifié un pion dans un coup apparemment innocent, mais n'importe quel joueur expérimenté aurait reconnu le piège mortel qui se tramait. Victoria murmura à Hamilton d'un ton pressant. Ce jeune homme n'est pas un amateur. Cependant, Victoria était trop déterminée à prouver sa supériorité pour tenir compte des avertissements. Du calme, ma chère. Il a dû mémoriser plusieurs coups grâce à Internet. Je finirai ça en 5 minutes. C'est alors que Diego fit quelque chose d'inattendu. Il se leva calmement de son siège et s'approcha de Carmen, qui observait tout depuis un coin de la pièce, les mains jointes. Maman, dit-il d'une voix douce qui résonna dans le silence tendu de la pièce. Rappelle-toi quand tu as dit qu'un jour je révélerais à ces gens notre véritable identité. Carmen hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Elle se souvenait parfaitement. C'était le 15e anniversaire de Diego, et elle manquait d'argent, même pour un gâteau. Il avait trouvé sa mère en pleurs dans la cuisine de leur petite maison et lui avait promis qu'un jour il transformerait tout. Ce jeune homme a plus de classe que nous tous réunis, chuchota la députée Mills à son mari, observant l'interaction mère-fils. Victoria tapota la table avec impatience. On peut continuer la partie? J'ai d'autres rendez-vous aujourd'hui. Diego retourna à l'échiquier, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Il n'était plus l'adolescent timide invité pour le divertissement. C'était un jeune homme portant sur ses épaules des années de sacrifice, d'études secrètes et une détermination forgée dans l'adversité. Le 11e coup de Diego fut exécuté avec une précision chirurgicale qui fit d'abord froncer les sourcils à Victoria. Il avait créé une double menace. Si elle protégeait le roi, elle perdrait sa dame. Si elle protégeait la dame, elle serait échec et mat en 3 coups. C'est impossible, murmura Victoria, étudiant l'échiquier attentivement pour la première fois depuis le début du match. C'est alors qu'Hamilton réalisa quelque chose de crucial. Victoria, tu te fais avoir par un enfant qui n'a probablement jamais joué à un club d'échecs officiel. Tandis que Victoria tentait d'échapper à sa situation difficile, Diego en profita pour observer chaque visage dans la pièce. La députée Mills avait arrêté de boire du champagne et se penchait en avant, fascinée. Le propriétaire de la chaîne hôtelière avait posé son téléphone portable. Même la femme d'Hamilton, qui feuilletait un magazine de mode, était désormais entièrement concentrée sur la partie. Carmen reconnut cette expression sur le visage de son fils. Elle était identique à celle qu'il avait à 12 ans lorsqu'il découvrit la section échecs de la bibliothèque municipale. La même expression qu'il avait conservée pendant 5 heures d'affilée à étudier des parties historiques sur un ordinateur lent et cassé. La même expression qui le faisait se lever à 5 heures du matin pour résoudre des problèmes tactiques avant d'aller à l'école. Victoria tenta finalement d'un coup, une tentative désespérée pour échapper au piège. Mais il était trop tard. Diego avait calculé cette possibilité 6 coups auparavant. Échec, dit-il simplement en déplaçant sa dame vers une position offrant 3 suites gagnantes différentes. Le silence régnait dans la salle. Victoria examina l'échiquier, puis Diego, puis de nouveau l'échiquier. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de rage contenue à l'idée d'être systématiquement détruite par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur.
Vous avez dû observer cette séquence quelque part, dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. Personne n'apprend ça tout seul. Diego sourit pour la première fois depuis le début du match. Vous avez raison, madame. Je l'ai apprise de Garry Kasparov. Kasparov vous l'a apprise demanda Hamilton, incrédule. Pas personnellement, répondit Diego en déplaçant une pièce vers ce qui était clairement le coup final. En revanche, j'ai étudié toutes ces parties documentées. 1833 précisément. Il avait utilisé cette séquence particulière contre Karpov en 1984 lors de la 23e partie du championnat du monde. Victoria regarda autour d'elle, cherchant le soutien d'un invité. Pourtant, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, dirigé contre elle, une désapprobation silencieuse. Pour la première fois de sa vie, son entourage n'était pas impressionné par sa performance. Carmen s'avança d'une voix ferme et claire. Mon fils se levait tous les jours à 5 heures du matin pour réviser avant l'école. Il marchait 6 kilomètres jusqu'à la bibliothèque municipale, faute d'accès à Internet. Quand je faisais des doubles gardes, il restait éveillé toute la nuit à résoudre des problèmes d'échecs à la lueur des bougies, faute d'électricité. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Diego regarda sa mère avec un mélange d'amour et de détermination qui fit détourner le regard, honteux, de certains présents. Échec et mat, dit doucement Diego en plaçant sa dame en position finale. Victoria fixa l'échiquier un long moment, comme si elle s'attendait à ce que les pièces changent de position toutes seules. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, elle trouva Diego qui l'observait avec le même calme imperturbable qu'au début. Mais quelque chose avait complètement changé dans la dynamique de la salle. Les invités ne considéraient plus Diego comme un divertissement. Ils le voyaient comme quelqu'un qui venait de réécrire toutes leurs idées reçues sur le talent, la classe sociale et le mérite. Ils regardaient Victoria avec un mélange de gêne et de déception qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Ce que Victoria Whitman ne comprenait pas encore, c'est que cette défaite à l'échiquier n'était que le premier coup d'une partie bien plus vaste qui allait commencer. Une partie où toutes les règles sociales qu'elle avait toujours tenues pour acquises seraient remises en question et où la jeunesse qu'elle avait sous-estimée prouverait que la véritable noblesse n'a rien à voir avec les noms de famille ou les comptes en banque. Victoria fixa l'échiquier pendant 15 secondes qui semblèrent interminables. Ses doigts tremblants effleurèrent le roi déchu comme s'il pouvait, par magie, renverser l'échec et mat. Le silence de la salle était si épais qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale à 15 000 $. C'était de la chance, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Toute confiance s'évanouit. Il avait dû mémoriser cette séquence quelque part. Hamilton se leva de sa chaise et s'approcha de l'échiquier. Victoria, ce jeune homme venait d'exécuter une variante sicilienne que même moi je ne connaissais pas, et je joue à ce jeu depuis 40 ans. La députée Mills récupéra son téléphone portable et commença à enregistrer discrètement. En politicienne expérimentée, elle comprit immédiatement le potentiel viral de ce moment. Un millionnaire raciste humilié par un prodige qu'elle avait sous-estimé. Je n'accepte pas ça, dit Victoria en se levant brusquement et en renversant plusieurs pièces. Il y a quelque chose qui cloche. Personne n'apprend à jouer comme ça tout seul. Quelqu'un l'a entraîné spécialement pour m'humilier. Diego resta assis, l'observant avec le même calme imperturbable. Préférez-vous une revanche? Je peux affronter n'importe qui ici, ou tous simultanément si vous le souhaitez. Ce commentaire provoqua des murmures nerveux parmi les invités. C'était une offre qui semblait impossible. Pourtant, après ce qu'il venait d'observer, personne n'osait douter de lui. Tu fais preuve d'arrogance, là, rétorqua Victoria, le visage rouge de colère et d'humiliation. Un jeune des bas-fonds ne s'adresse pas ainsi à ses supérieurs. C'est alors que Carmen s'avança et, pour la première fois depuis 20 ans, regarda Victoria Whitman droit dans les yeux sans baisser la tête. Madame Whitman, dit Carmen d'une voix ferme et claire. Mon fils n'est pas des bas-fonds. Nous sommes issus d'un quartier ouvrier. Et il n'est pas arrogant. Il est honnête quant à ses capacités. Ce qu'on ne peut clairement pas faire des siennes. La tension monta dans la salle. Certains invités échangèrent des regards gênés, comprenant qu'il assistait à quelque chose de bien plus vaste qu'une simple partie d'échecs.
Victoria se tourna vers Carmen avec fureur. Comment oses-tu me parler ainsi? As-tu oublié ta place dans cette maison? Non, répondit calmement Carmen. Je me souvins de ma valeur. Hamilton intervint, visiblement mal à l'aise face à la tournure que prenait la conversation. Victoria, peut-être devrions-nous reconnaître que ce jeune homme est vraiment doué et talentueux. Victoria rit amèrement. Tu ne comprends pas? C'était orchestré. Quelqu'un l'a entraîné spécialement pour me ridiculiser chez moi. Diego se leva enfin, et lorsqu'il parla, sa voix exprimait une maturité qui réduisit au silence tous les adultes présents. Madame Whitman, voulez-vous savoir la vérité? Je n'ai pas été entraîné pour vous humilier. J'ai passé les 8 dernières années à étudier les échecs parce que je rêvais de jouer contre des gens qui respectaient ce jeu. Des gens qui comprenaient que le talent n'a ni couleur, ni classe sociale, ni nom de famille. Il marqua une pause, observant chaque personne présente. Quand tu m'as invité à jouer comme tu joues dans les bidonvilles, je pensais avoir enfin l'occasion de prouver que je méritais le respect. Pourtant, je réalise maintenant que tu n'as jamais voulu un match équitable. Tu voulais un spectacle d'humiliation. La députée Mills avait arrêté d'enregistrer et observait la scène avec fascination. Quel âge as-tu, mon enfant? 17 ans, répondit Diego. Et depuis combien de temps joues-tu? Sérieusement? 8 ans. Mills regarda Victoria avec une expression mêlant incrédulité et désapprobation. Victoria, tu viens de te faire battre par un adolescent autodidacte. Un adolescent dont tu emploies la famille. Un adolescent que tu as invité à jouer pour te divertir. Victoria ressentit le poids de chaque regard dans la salle. Pour la première fois de sa vie, ce n'étaient pas des regards d'admiration ou d'envie. C'étaient des regards de jugement. Je ne savais pas qu'il jouait sérieusement, tenta-t-elle de se défendre. Pourtant, sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. La question n'est pas de savoir s'il jouait sérieusement, dit Hamilton, visiblement irrité. La question est que tu l'as invité à jouer, pensant qu'il serait facilement vaincu. Pourquoi? Parce que c'est le fils de ta bonne. Parce qu'il est noir? Parce qu'il n'a pas d'argent? Le silence qui suivit fut dévastateur. Diego disposa calmement les pièces sur l'échiquier, chaque mouvement exécuté avec précision. Merci pour le jeu, Madame Whitman. C'était instructif. Lorsqu'il eut terminé, il se tourna vers sa mère. Maman, on peut y aller? J'ai cours demain. Carmen hocha la tête, ôtant le tablier qu'elle portait pour servir les invités. Mais avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Victoria. Madame Whitman, merci de m'avoir montré que mon fils mérite d'être dans un endroit bien meilleur que celui-ci. Alors que la mère et le fils se dirigeaient vers la porte, la députée Mills lança. Diego, êtes-vous intéressé par des bourses? Je connais des universités qui adoreraient avoir quelqu'un avec votre talent. Diego s'arrêta et sourit, son premier sourire sincère de la soirée. Très intéressé, Madame. Mills lui tendit sa carte. Appelle-moi lundi. Victoria observait, immobile, digérant encore comment elle avait perdu le contrôle de la situation en moins d'une heure. Elle était passée du statut d'hôtesse respectée à celui de femme qui, par préjugé, avait sous-estimé un prodige devant des témoins importants. Lorsque la porte se referma sur Diego et Carmen, les invités restants échangèrent un regard gêné. Hamilton fut le premier à se lever. Je crois que je ferais mieux de partir aussi. Un par un, les invités commencèrent à partir, n'échangeant que des adieux froids et des regards désapprobateurs. Victoria resta seule dans la pièce, les yeux toujours fixés sur l'échiquier où son arrogance avait été systématiquement anéantie par une adolescente qu'elle considérait comme inférieure. Pourtant, ce qu'elle ignorait, c'est que ce soir ne serait que le premier coup d'une partie bien plus importante. Une partie où Diego Santos allait non seulement réécrire sa propre histoire, mais aussi remettre en question tout le système de privilèges que des gens comme Victoria Whitman tenaient pour acquis. Alors que Diego rentrait chez lui avec sa mère sous les étoiles de Beverly Hills, il portait dans sa poche la carte qui allait changer sa vie à jamais. Dans sa tête, il calculait déjà non seulement des coups d'échec,
mais des coups dans un jeu bien plus vaste. Celui de prouver que la véritable noblesse ne s'achète pas avec de l'argent, mais se gagne par le caractère. 6 mois plus tard, Diego Santos parcourait les couloirs de l'université de Stanford avec une bourse complète pour étudier l'ingénierie. La députée Mills avait tenu sa promesse, lui ouvrant non seulement des perspectives académiques, mais aussi un monde entier de personnes qui reconnaissaient le talent, quel que soit son milieu social. La vidéo de cette soirée de Beverly Hills était devenue virale, avec 3 millions de vues en 2 semaines. Non pas parce que quelqu'un avait filmé la partie, mais parce que la députée Mills elle-même avait partagé l'histoire sur ses réseaux sociaux, faisant de Diego un symbole de la victoire face à l'adversité et de Victoria un exemple de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est privilégié. Un jeune prodige détruit un millionnaire aux échecs, tel était le titre qui circulait sur Internet. Les commentaires étaient incessants. Quelle honte pour cette femme, et ce garçon mérite toutes les chances du monde, dominaient les commentaires. Victoria Whitman était devenue persona non grata dans son propre cercle social. Le club de golf a annulé son adhésion suite à la pression d'autres membres. 3 associations caritatives ont retiré son nom des événements. Même Hamilton, son ami de longue date, a commencé à l'éviter lors des réunions mondaines. Victoria a toujours été arrogante, et pourtant, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi cruelle, a commenté la femme d'Hamilton lors d'un dîner à Malibu. Humilier un enfant ainsi devant tout le monde. Le pire pour Victoria a été de réaliser que Diego n'avait jamais cherché à se venger ni à se faire connaître. Il avait simplement joué aux échecs, une chose qu'il faisait naturellement, avec une maîtrise acquise au fil des années de dévouement discret. L'humiliation qu'elle ressentait était auto-infligée, conséquence directe de ses propres préjugés. Carmen avait été promue responsable du nettoyage dans un hôtel 5 étoiles de Santa Monica, un poste 3 fois plus rémunéré et bénéficiant d'une couverture médicale complète. Ce n'était pas de la charité. C'était la reconnaissance du professionnalisme dont elle avait toujours fait preuve, enfin valorisée par des employeurs qui voyaient au-delà des préjugés. Diego a fondé un programme d'échecs en ligne gratuit mettant en relation des jeunes issus de communautés défavorisées avec des mentors universitaires. En moins de 6 mois, 1200 enfants apprenaient non seulement à déplacer des pièces, mais aussi des stratégies de vie qu'aucune salle de classe formelle ne pouvait enseigner. Les échecs m'ont appris que chaque personne a une valeur stratégique unique, a expliqué Diego lors d'une interview sur CNN. Victoria Whitman m'a appris que certaines personnes ont besoin de tout perdre pour apprendre l'essentiel. Lorsqu'on lui demanda s'il en voulait à la femme qui avait tenté de l'humilier, Diego sourit avec le même calme qu'il avait affiché lors de cette nuit fatidique. Les rancunes sont des pièces qui ne font qu'entraver le jeu. Je préfère me concentrer sur ce que je peux construire. Victoria regardait cette interview seule dans sa demeure, désormais vide de ses amis qui l'avaient abandonnée. Pour la première fois, elle comprenait vraiment ce qu'elle avait perdu ce soir-là. Pas seulement une partie d'échecs, mais l'opportunité de devenir une meilleure personne. Hamilton appela une fois après l'incident pour dire « Victoria, c'est toi qui as créé cette situation ». Diego répondit simplement avec la classe dont tu aurais dû faire preuve dès le début. La leçon résonna au-delà de Beverly Hills. Diego prouva que la vraie noblesse ne vient pas des noms de famille ou des comptes en banque, mais d'un caractère forgé dans l'adversité et démontré par ses actes. Il transforma les préjugés en but, l'humiliation des autres en sa propre croissance. Aujourd'hui, lorsque Diego se tourne vers l'avenir, il ne voit aucune limite imposée par les autres, mais des possibilités créées par sa propre détermination. Victoria avait tenté de le rabaisser pour se sentir plus grande, mais elle a fini par révéler que la véritable grandeur se mesure à la capacité d'élever les autres et non de les rabaisser. Carmen encadrait fièrement une photo de Diego recevant sa première mention honorable à Stanford. Sur le mur à côté, un certificat du programme d'échecs qui avait déjà marqué des milliers de jeunes. Des réussites qu'aucun argent ne pouvait acheter et qu'aucun préjugé ne pouvait voler. La meilleure vengeance, comme Diego l'a découvert, n'est pas de détruire ceux qui tentent de vous rabaisser. Il s'agit de construire quelque chose de si extraordinaire que leur médiocrité devienne insignifiante en comparaison. Victoria Whitman a tenté de le divertir, mais Diego Santos est devenu une source d'inspiration. Cette différence définit non seulement qui gagne aux échecs, mais qui gagne dans la vie. Si cette histoire de dépassement de l'adversité et de justice a touché votre cœur,
Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir des privilèges, mais dans la transformation des obstacles en opportunités de croissance extraordinaires.